Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau du même nom, 182 de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Je le répète souvent parce que c'est important. Pourquoi? Parce qu'on doit demander conseil avant de faire quoi que ce soit. Et là, une autre chronique, elles sont toutes intéressantes, mais vous savez que j'aime beaucoup ces chroniques-là. Mais là, c'est important, vous devez vendre votre propriété ou votre terrain, peu importe. Est-ce que vous allez payer ou vous devez payer de l'impôt? Oui. Devez-vous payer de l'impôt? What a question! Donc, ce matin, c'est sûr que je ne suis pas comptable, je ne suis pas fiscaliste, mais comme notaire, j'ai à conseiller, j'ai à informer et rediriger des gens. Bon, ça, vous me l'apprenez ce matin. Okay. Parce que je connais... ça fait plusieurs années qu'on fait des chroniques ensemble, oui. Mais je pensais pas que là, vous étiez rendu à ce point-là de... Oui. Alors, donc, lors... quel est votre rôle exactement? C'est ça. Que ce soit lors d'une vente de terrain, une vente de résidence, il y a souvent cette question-là. Donc, comme notaire, on est formé aussi, on a une bonne base, justement, pour informer les gens. Ne pas poser les gestes de rapport d'impôt et autres, ça, comptable, fiscaliste, et on se réfère aussi lorsque ça dépasse notre compétence. Mais lors d'une vente, j'ai à informer des conséquences fiscales. Lors d'une succession, j'ai à informer aussi des conséquences fiscales. Donc, c'est sûr, une approche. Je ne vais pas créer les documents, faire les choix fiscaux et tout ça. Je réfère, j'ai des très bons comptables et fiscalistes qui travaillent avec moi dans les bureaux que vous connaissez à Montmagny, qui vont m'assister lors des successions, lors des transactions immobilières, certaines transactions immobilières. Parce que cette question-là, elle est importante. Parce que lorsqu'on prend la décision de vendre un bien, c'est certain qu'il y a une incidence fiscale. Donc, on a de l'impôt à payer. Peu importe, il y a une incidence fiscale. Oui, c'est ça. Donc, souvent, je fais dire « Ah, mon beau-frère m'a dit que je ne paierai pas d'impôt sur cette vente-là. » Puis là, après ça, « Ah, ça a l'air que j'ai de l'impôt à payer. » Ouais, j'ai eu une méchante surprise lorsqu'on a réglé la succession de papa. On a eu de l'impôt à payer sur les terres à bois. Donc, c'est des questions que j'ai souvent. Aussi, une donation. Je veux donner mes terres à bois, mes terrains. Je vais dire souvent terres à bois parce que c'est un bien qui est imposable souvent. Donc, je veux les donner à mes fils. Est-ce qu'ils vont payer l'impôt dessus? Est-ce que je vais payer de l'impôt? Est-ce que j'ai de la TPS TVQ? Parce qu'on parle souvent imposition, gain en capital, les revenus, mais le notaire doit, à chaque contrat, se poser la question TPS TVQ, même dans les déclarations de transmission. Donc, je transmets une résidence, un commerce, un immeuble à revenu, un immeuble à logement. Dans le cadre d'une succession, je dois inclure une clause de TPS-TVQ dans mon contrat notarié. Donc, on est formé pour ça, mais c'est certain, lorsque ça dépasse la base, on se réfère aux spécialistes en la matière pour bien rédiger notre clause. Vous n'êtes pas comptable non plus, non, puis on comprend. C'est ça. Chacun son métier. On a besoin de tout le monde et vos professionnels travaillent de concert, travaillent ensemble pour vous servir, vous assurer que vous bénéficiez des exonérations puis du meilleur taux possible. Donc, lorsque une personne réalise un revenu, un profit, il faut penser à l'impôt. Par contre, il y a certaines exceptions. Donc, qui s'appliquent dans le cadre de ma pratique, ce que j'exerce en immobilier. Immeuble, la résidence principale. Donc, la résidence principale, elle est exonérée d'impôt. Donc, j'achète ma maison, j'habite dedans, à l'intérieur. Je l'achète en l'an 2000, je la vends en 2018. Donc, en 2000, peut-être qu'elle valait 200 000. En 2018, elle vaut 250 000. Donc, j'ai fait, si je vends 250 000, je l'ai payé 200 000, j'ai fait un profit de 50 000 $. Selon la loi fiscale, ce 50 000-là est imposé sur la moitié. Donc, ce qu'on appelle un gain de capital. Oui, c'est ça. Donc, on a fait un gain en capital de 50 000. Le gouvernement dit qu'il y a un 25 000 qui n'est pas imposable, il y a un 25 000 qui est imposable. Et ce 25 000-là est imposé à 50 %. Donc, on a une facture de 12 500 d'impôts. Ça, c'est la loi comme telle.
Par contre, c'est une résidence principale que je vends. Donc, il y a une exonération dans la loi. On n'a pas d'impôt à payer sur notre résidence principale. Par contre, depuis 2016, il faut la déclarer quand même dans notre déclaration d'impôt. On n'aura pas d'impôt à payer dessus, sur le gain en capital, mais il faut quand même la déclarer. C'est nouveau. Donc, votre comptable, la personne qui va faire votre rapport d'impôt, vous devez lui apporter votre contrat notarié en même temps que tous vos documents d'impôt et elle va remplir l'annexe qu'il faut avec votre rapport d'impôt pour déclarer la vente de la résidence principale, mais il n'y aura pas d'imposition à ce moment-là. Résidence principale aussi, il y a une définition là-dessus. Je n'irai pas très loin. C'est pas nécessairement la résidence. On peut avoir une résidence où est-ce qu'on habite la semaine, on peut avoir notre chalet, mais on peut faire le choix entre laquelle des résidences va être exonérée d'impôt. Et ce choix-là se fait par année. Donc, si je vends ma résidence en ville cette année, je possède encore le chalet, je vais habiter le chalet par après, mais, et que j'ai décidé que ma résidence qui est en ville n'est pas imposable parce que je l'avais en 2018. Après ça, les années par après, votre chalet, ces années-là, deviennent non imposables aussi. Mais je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais il faut savoir que lorsque l'on a deux résidences, se souvenir, un des déclics, aussitôt qu'on possède deux résidences, il y en a au moins une qui a une imposition sur le gain en capital dessus. Donc, c'est à nous de faire vérifier lorsqu'on on a une intention de vendre ou est-ce qu'on a vendu, de vérifier si on a, pour maximiser le choix, s'assurer de payer le moins d'impôts possible. Donc, maximiser le choix, lesquelles des maisons on accorde l'exonération. Est-ce qu'on prend toujours la moins chère? On garde la moins chère, puis on garde l'exonération pour la plus chère? C'est un peu ça. C'est un peu ça le principe. Donc, on a fait nos devoirs. Il y en a une des deux qui est imposable. On peut le faire. C'est un choix qu'on peut faire. Okay. Même si on réside, si on a une maison puis un chalet, on reste moins longtemps au chalet ou on y va juste les week-ends? Oui, parce que c'est la définition. La résidence principale, c'est une définition fiscale. Donc, il faut respecter les lois dans la loi fiscale, les critères dans la loi fiscale, et ce n'est pas nécessairement l'habiter à tous les jours. Donc, ça, on va référer à la définition, voir si ça s'applique aussi. Donc là, on a parlé de maisons, chalets, tout ça. Même chose si on a un bloc appartement. Donc, c'est sûr que le bloc appartement, si je l'habite, il y a une portion dont le gain en capital ne sera pas imposable et l'autre portion va être imposable. Donc, chaque situation est différente. Ça revient aussi comme les successions, tu sais, mon beau-frère, ma belle-sœur, pourquoi ma belle-sœur a eu ça? Pourquoi mon beau-frère il a été capable de... On n'a pas tous les mêmes biens, on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas acheté nos maisons tous au même prix. Donc, c'est la même chose en immobilier. Votre situation à vous, elle est pour vous tout seul. Donc, même votre conjoint, des fois, ça ne sera pas la même chose, dépendamment des revenus qu'il a fait durant l'année et tout ça. L'immeuble locatif, si on l'habite, si on ne l'habite pas, c'est des incidences différentes. Une autre question que je me fais poser souvent, qui sont les dons. Donc, je veux donner ma terre à bois à ma fille. Est-ce que je vais payer de l'impôt? Je lui donne, je n'ai pas retiré de revenus. Mais la loi fiscale, là, elle est bien faite pour récolter des sous pour le gouvernement. Elle n'est pas faite pour le citoyen. Donc, il y a certains dons où est-ce que le gouvernement va, même si je donne à ma fille une terre à bois qui vaut 50 000, le gouvernement va considérer que je lui ai vendu 50 000. Et peut-être va considérer que je lui ai vendu 75 000. Parce qu'ils vont prendre la valeur marchande. Donc, si moi, je considère que je leur ai vendu 50 000, mais les autorités fiscales disent « non, ça vaut 75 000 ce bien-là, j'ai beau l'avoir donné à ma fille, ils vont m'imposer sur le gain en capital que j'ai fait. » J'entends les gens, oui, mais ils sont à Ottawa, comment ils font pour savoir la valeur marchande? C'est sûr que tout le monde, on est dans un pays d'autocotisation. Donc, on doit déclarer les ventes que l'on a fait dans le courant de l'année. Puis, lorsque notre dossier est vérifié, ils peuvent aller un petit peu plus loin, vérifier les valeurs municipales versus autres transactions qui se sont passées dans la même région et tout ça. C'est sûr que aussi, vérification fiscale, c'est aléatoire, comme ça fonctionne soit de façon aléatoire, soit qu'ils ont la puce à l'oreille, ils vous ont déjà vérifié dans le passé, ils ont encore votre dossier. Quelqu'un
proche de vous est vérifié, donc il décide de faire tout le monde autour. Donc, ça fonctionne un peu comme ça, là, mais je ne suis pas l'experte pour savoir comment le fisc fait pour vérifier nos dossiers. Mais il faut se souvenir qu'il y a certaines circonstances de dons qui sont imposables. Il y a d'autres circonstances où est-ce qu'on a des exonérations. Donc, lorsqu'on a un plan d'aménagement forestier, par exemple, il peut y avoir une exonération. Des biens agricoles aussi. Donc, comme ça aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais juste soulever des petits points de réflexion qui feraient en sorte qu'il pourrait y avoir de l'impôt si on se départit d'un bien. Et au décès, il faut se souvenir aussi, je reviens toujours avec le décès, qu'une personne décédée est réputée avoir vendu tout ce qu'elle avait au moment de son décès. Donc, c'est là que se passe l'impôt au décès. Donc, même si la maison n'est pas vendue, nos REER n'ont pas été sortis, la journée de notre décès, on est réputé avoir vendu immédiatement avant notre décès tous nos biens, ce qui produit de l'impôt. C'est une chronique de 10 minutes, mais c'est important de faire certaines vérifications, je le rappelle souvent. On vous informe, on vous donne les grandes lignes, mais vous avez besoin de plus d'informations ou encore cette chronique vous concerne directement parce que vous vivez une situation actuelle telle que Maître Dubé vient de l'expliquer. Téléphonez au 248-7727 et allez voir Maître Dubé au 182 avenue de la Fabrique pour connaître tous les tenants et les aboutissants parce que vous pouvez avoir une facture qui... vous ne serez pas peut-être content de la recevoir, la facture, oui. Et elle vient d'Ottawa ou elle vient du ministère du Revenu du Québec. Exact. Merci beaucoup, c'est toujours très intéressant. Maître Nathalie Dubé, au 248-7727, ça complète. On se retrouve en 2 semaines. Parfait. Merci. Merci.